Nous avons regardé la série Secret Invasion, la dernière série de l'univers du MCU, de l'univers Marvel étendu, à savoir cinématographique et télévisuel. Et nous allons découvrir en direct, sans filtre et en totale improvisation ce que nous en avons pensé. C'est le principe du café multiverse et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette 80e émission du Café Multiverse, consacrée à la série Secret Invasion, la série Marvel disponible sur Disney+. Et je vous retrouve aujourd'hui avec Romuald. Bonjour Romuald. Bonjour, bonjour. Et on a aussi Greg Dyser qui n'a pas pu se connecter, voilà, mais il reste dans les commentaires, donc il est un petit peu avec nous, même s'il n'a pas de signal audio ou vidéo, il est dans les commentaires avec nous, et ce qui va nous permettre de faire l'émission tout de même. Je rappelle donc le principe du café multiverse. On ne sait pas du tout ce qu'on a pensé de la série, que ce soit en bien ou en mal. On va découvrir notre avis dans une première partie de l'émission, une partie sans spoiler. On va pas divulgacher l'intrigue, on ne va pas vous raconter tout ce qui se passe dans les 6 épisodes. En revanche, dans une deuxième partie de l'émission, on va vous en dire plus, on va rentrer dans les détails, voilà, et on va divulgacher, on va même s'étendre à la suite, puisque forcément c'est une série de l'univers du MCU, donc ça veut dire qu'elle a des impacts sur l'avenir, qu'elle est d'ailleurs impactée déjà par les productions précédentes. Mais on va en revenir et avant toute chose, on va commencer par se représenter. Romuald. Eh bien, voilà, moi j'enseigne la physiologie humaine la journée et le soir, je me spécialise de plus en plus dans le comics et dans l'univers Marvel et je suis même en train de travailler sur un livre normalement qui devrait parler un peu de Marvel pour dans 1 an et demi quasiment. Très bien, très bien. Bah, on sera impatient de t'inviter, en tout cas, dans cette émission, pour en parler. Ce sera Avec une belle plaisir. occasion, en tout cas. En ce qui me concerne, donc, je suis responsable de la communication dans une collectivité territoriale. Je rigole parce qu'il y a Greg Dyser dans les commentaires qui dit oui, vivement, vivement, le spécialiste. Voilà, et dans un autre épisode de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris, et j'ai également travaillé dans l'événementiel, l'organisation de concerts, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse, c'est Marvel, c'est l'univers Marvel étendu, donc on en a fait beaucoup d'émissions, on a fait toute la phase 4, on a commencé la phase 5 du MCU, vous pouvez le revoir dans l'historique de nos émissions, que vous nous regardiez en vidéo ou que vous nous écoutiez en podcast. Et là, bah, disons que je vais commencer avec une question assez simple. Je vais te laisser la parole assez rapidement, Romuald. Secret Invasion, c'était un petit peu la suite logique finalement du MCU, quelque chose qui tourne autour de cet aspect, de cette franchise. Je sais pas comment on peut le dire. Ouais, alors ça devient un peu la question maintenant, c'est l'univers partagé. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec l'univers cinématographique et télé avec le même problème qu'avec l'univers comics, c'est-à-dire la continuité. Hein, les gens qui n'ont pas vu beaucoup de choses, ils vont même être un peu perdus, je pense, sur la série. Donc là, on va dire que ça fait suite à Captain Marvel. C'est-à-dire que si t'as pas vu Captain Marvel, c'est compliqué de bien saisir ce qui se passe. Et ça introduit des méchants qui sont les Skrulls, c'est-à-dire les extraterrestres qui peuvent changer d'apparence et qui sont en fait des méchants des 4 Fantastiques et donc qui auraient dû être dans les films 4 Fantastiques. Il y avait un problème de partage entre les studios et tout ça. Et donc on avait été surpris de les découvrir. Et là, ils prennent leur importance et le film va d'ailleurs une transition entre les événements passés de Captain Marvel, les séries à venir, et puis le film The Marvels qui est en novembre. J'ai remis mon agenda à jour. Donc là, c'est vrai que c'est peut-être c'est la première grosse série. Si on la voit pas, on manque des choses pour comprendre ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, j'ai l'impression. C'est quand même un pilier plus important. Loki, on avait un personnage clé qui est Kang, mais qui était réintroduit dans d'autres films. Là, t'es un peu obligé de passer par la série télé, à mon avis. Et il y a Greg Dyser dans les commentaires qui nous dit on les a vus également un petit peu dans Spider-Man Far From Home. Voilà. C'est vrai, Effectivement, ça, ils à sont. la fin. Ce qui Hmm. nous donnait un petit peu un aperçu de ce qui nous attendait dans cette série finalement. Ouais, on peut dire que ça finit là où commence la série. Voilà. Où est Nick Fury. Et je rentre tout de suite un petit peu dans les détails de la série. Moi, c'est vrai que en regardant la série, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, autant il y a des séries du MCU, bon, tu peux la regarder du type Miss Marvel sans avoir vu le reste. Bon, c'est une origin story, etc. Autant là,
il y a déjà tellement d'éléments qui sont repris de ce qui a été fait précédemment que ça devient vraiment difficile de suivre. Là, on est obligé d'avoir vu plusieurs films et séries pour comprendre où Mm. on va en venir d'ailleurs. Ouais, on va avoir aussi le problème avec en play Star Wars. Ahsoka va clairement faire appel à la série animée Rebels. Donc là, Marvel joue de toute façon le côté, là, cette fois, si vous ne regardez pas, c'est votre choix. Mais nous, ben voilà, on a fait notre boulot, à vous de voir si vous voulez suivre ou pas. Ils étendent leur univers. Et ça sera peut-être d'ailleurs un des problèmes après, c'est cette connaissance que manquera beaucoup de personnes, beaucoup de public. Mais Disney en a sans doute besoin pour faire tourner aussi sa plateforme. Hein. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la bande-annonce enfin, de The Marvels, parce que Ah finalement, oui. si on n'a pas vu Miss Marvel, même si on n'a pas vu WandaVision, enfin, il y a des personnages qui sont là, qui sont introduits avec des pouvoirs, on se demande d'où ça sort, quoi. Enfin, Ah bah, et complètement. on peut se demander, même si ça va pas être compliqué pour le Disney d'attirer des gens au cinéma pour aller voir leur série à cause de ça, hein. Ouais, alors ça va être la grande question. Voilà. C'est aussi ce qui fait qu'on considère que l'univers comics est hermétique. C'est-à-dire que ou les séries sont très fraîches et faciles à suivre, ou alors tu fais appel à des grandes continuités et on n'est que quelques-uns à avoir tout lu. Donc c'est un peu le problème, c'est qu'il y a des gens qui aiment la continuité, mais ça exclut le jeune public. Et puis si c'est pour le jeune public, ben, les vieux comme moi, ils ne retrouvent pas forcément leur bille quand c'est pas bien écrit. Voilà, d'ailleurs, Miss Marvel, c'était ce qui est bien, c'était frais, c'était nouveau, ça s'appuyait sur pas trop de continuité, mais elle a déjà plus de 10 ans, je crois, maintenant, et donc elle commence à avoir le même problème actuellement. Donc, c'est un défi. Mm. Il y a Greg qui nous dit dans les commentaires, je trouve que la série souffre beaucoup de la présence sporadique précédente de Nick Fury depuis 15 films et séries. Alors c'est vrai que c'est une série qui pèse beaucoup sur le personnage de Nick Fury. C'est presque une origin story a posteriori, puisqu'on apprend des choses sur lui qui sont dans la continuité de ce qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans Captain Marvel. Et là, pour le coup, la série, comme tu le disais, est directement la suite du film. Donc si vous n'avez pas vu le film, c'est un peu dommage de regarder la série enfin, sans avoir vu le film avant. Et moi, là, je vais commencer vraiment à rentrer dans le détail. Mmh. Au niveau du casting, ils ont choisi Emilia Clarke. Alors hop, je Mmh. passe dessus, voilà. Alors moi, tout de suite, je me suis dit, ils choisissent Emilia Clarke dans une série, ça veut dire, c'est presque du spoiler, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire, Ouais. elle va forcément avoir un rôle qui va revenir. On prend pas un personnage de ce calibre, même si c'est pas une grande actrice. Elle est tellement Bon. connue par rapport à son rôle dans Game of Thrones que c'est sûr qu'il mise sur elle, quoi. Il mise sur elle pour la faire revenir. On lui dit pas, tu vas signer pour 6 épisodes pour une petite série Disney, quoi. Je pense pas qu'elle ait signé juste pour ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, alors ce qui était bien, c'est que moi j'essaie de pas trop me faire spoiler sur les séries, et donc elle avait été annoncée dans un rôle qui n'est pas celui de la série. Donc ils ont réussi quand même à jouer un coup, c'est-à-dire que c'est un nouveau personnage qui intervient. Et ce qui est intéressant, c'est que, ou alors vraiment je suis pas à jour, mais pour moi c'est une vraie création. Donc ce qui est intéressant, c'est que là on rentre aussi dans une ère Marvel où on a des titres qui font plaisir aux vieux comme moi, mais on ne sait pas où ils vont, c'est aussi agréable. Là on a une vraie création, et on en parlera dans la partie spoiler, on a même de la création sur des choses très inscrites dans l'univers Marvel. Donc l'univers est en train, il a déjà fait sur d'autres personnages, mais de prendre des grandes libertés. Et le personnage de Gaïa, effectivement, va visiblement jouer un rôle très important, parce qu'on pouvait s'attendre, mais on ne savait pas où le mettre, et beaucoup des paris qui avaient été faits n'étaient pas du tout sur ce personnage-là. Donc bravo pour Marvel. Voilà. Là, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, Marvel, du coup, on se retrouve avec une série qui se voulait vraiment très, comment dire, thriller politique, voilà, dans le Moi type. j'avais. Vas-y. Ouais, non, mais je viens de manger le nom. Pour moi, ils voulaient faire comme ils avaient fait avec le Star Wars, avec la série qui découlait de Rogue One, Andor. C'est-à-dire une série qui était plus adulte, vraiment. Et je pense que je me suis posé la question, mais pour moi, c'est un petit peu, sans avoir pour moi la réussite, mais ce qu'ils avaient fait avec le Andor sur Star Wars. Quelque chose vraiment qui visait un public différent. Alors, il y a Greg qui me rappelle justement ce que j'ai, le fil de me penser que j'avais perdu juste à l'instant. Effectivement, la question que je voulais te poser, toi qui es un spécialiste des comics, c'est quelle est la différence, sans rentrer dans les détails, dans les spoilers,
et quels sont les enjeux, c'est ce que demande Greg dans le commentaire, de Secret Invasion dans les comics et par rapport à la série. Parce que moi, ça m'a l'air quand même, dans les comics, ça m'a l'air d'être un événement très très important, majeur. Ah oui. Et là, finalement, ça reste quelque chose qui est assez confiné, tu vois. Ouais. Alors, j'ai beaucoup réfléchi cette semaine et je pense qu'il faut, et Marvel l'a prouvé plusieurs fois, il faut se méfier, ils utilisent des titres d'arcs très importants et on peut pas retrouver, on a eu le cas avec Civil War, hein, c'est pas le Civil War qu'on a eu dans les comics, pour un problème d'ambition, d'argent, de compréhension. Donc je pense qu'il faut revoir à la baisse, entre guillemets, les prétentions qu'on peut avoir sur l'ampleur des séries. Sans spoiler, je pense qu'on peut dire que Secret Invasion aurait pu s'appeler Nick Fury. Ça parle de Nick Fury. Et l'invasion secrète, pour moi, elle va prendre de l'ampleur après la série. Elle a de l'ampleur, voilà. Et d'ailleurs, le film, qui est très important, n'est peut-être pas d'ailleurs Miss Marvel, pour moi, on pourra en reparler après, mais Wakanda. Il y a un lien quand même. Après coup, on peut se poser plein de questions par rapport au dernier Black Panther. Dans les comics, si tu veux, Secret Invasion, c'est un point d'orgue. C'est-à-dire qu'on a passé... C'est un arc qui se place après 5 ans. C'est Michael Bryan Bendis qui crée ça. Il arrive, il crée ce qu'on appelle Avengers des Assemblées. C'est-à-dire qu'il va détruire tous les Vengeurs pour reconstruire quelque chose. Et puis, il va placer beaucoup de personnages. Et Secret Invasion va amener le pire de l'univers Marvel, c'est-à-dire va amener le Dark Reign. C'est le bouffon vert qui va prendre le contrôle de l'univers Marvel. Et c'est après ça qu'il va y avoir un retour de la lumière dans l'univers Marvel. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on comprend. Il y a plein de personnages qui avaient été abîmés, qui sont rebootés parce qu'on découvre que c'est des Skrulls. Là, c'est le cas, pas autant qu'on aimerait, mais tu vois, il y a des gens qui sont plaints qu'il n'y ait pas plus de personnages qu'on connaisse qui soient des Skrulls. Après, c'est très délicat à manœuvrer ça. Parce que, déjà, comme tu disais, si tu ne suis pas tous les films, toutes les séries, si on commence à te dire tout ce que tu as vu, voilà, on en parle dans les spoilers, il y a déjà beaucoup de gens qui disent oui, on ne peut pas faire ce qu'on a fait là. Ils ont touché peu de choses et c'est déjà un lever de bouclier énorme. Dans le comic, c'était l'occasion de dire, bah voilà, vous n'avez pas aimé ça, c'est pas grave, c'était des Skrulls. Des gens qu'on pensait morts, en fait, sont pas morts, c'est des Skrulls, voilà. Donc c'était un moyen, entre guillemets, d'effacer l'ardoise et de repartir, mais aussi d'amener le pire, c'est-à-dire que c'est les grands méchants de l'univers Marvel qui prennent le contrôle de l'univers. On en est très très loin. Alors, il y a Greg C'est les Skrulls qui sont au cœur. Ouais. Ouais, il y a Greg qui nous dit en commentaire, on annonce une invasion, on est censé avoir des millions de Skrulls, et au final on a 15 pélos en Russie. Alors on est presque dans la partie C'est pas ce qu'on spoiler voit. là, mais effectivement, comme il le dit, moi je trouve que ça manque un petit peu d'ambition au niveau de la série quand même. Et là je vais un peu rentrer dans les détails déjà. Euh, Moi la série, je sais pas, j'arrive pas à me dire ce qui cloche, mais j'ai beaucoup de mal à accrocher. On a regardé toutes les séries Marvel avec mes garçons, et Ouais. là c'est pareil, au bout de 2 épisodes, on a lâché. Moi je suis revenu, j'ai attendu le dernier épisode pour regarder ceux qui manquaient. Et au dernier épisode, j'aurais dit, bon écoutez, venez, on regarde le dernier ensemble. Je vais vous raconter ce qui s'est passé entre-temps, c'est pas significatif. Et moi, je ne sais pas si au niveau de l'écriture, ça m'a gêné. Et puis alors là, je ne peux pas en parler forcément dans la partie spoiler, mais la fin, pour moi, elle est complètement dissonante avec la thématique de la série. Parce que la fin, c'est une fin. Enfin, je ne peux pas le dire, parce qu'on est dans la partie non spoiler, mais elle va pas avec le reste de l'univers. Et moi, je trouve qu'il y a du coup 2 séries en une qui s'affrontent, mais qui à aucun moment se mélangent, un peu comme l'eau et l'huile, tu vois. C'est deux Mm. types d'approches de l'univers super-héroïque. Et finalement, ben, on n'arrive jamais l'une dans l'autre. Et puis l'ampleur du risque, on n'a jamais trop l'impression qu'on va y croire. Et puis après, il y a aussi peut-être, à mon sens, ce qui manque souvent de plus en plus dans cet univers étendu, c'est qu'on ne retrouve pas les grands noms et ils sont même pas là en tant que caméo, etc., pour nous donner un petit quelque chose supplémentaire, pour nous rappeler qu'on est dans ce grand univers et on est confiné à ça. Et du coup, moi, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche et j'arrive pas à m'expliquer quoi, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Je pense qu'en fait, si, tu as mis les bons mots dessus. Alors, moi, on a bien aimé. J'ai regardé avec mon fils qui a 14 et ma femme, qui connaissent pas, ils ont bien aimé. Donc, ça, c'est une histoire de ressenti. Je pense qu'après, le problème, c'est que Disney donne de l'ampleur, mais pas trop, sur la série télé, pour l'histoire de budget, d'implication. C'est-à-dire qu'ils veulent faire un univers partagé, mais où chacun de son côté.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien de vraiment partagé. C'est comme on disait, un Civil War, finalement, c'est quand même 10 pelots qui se boitent sur un tarmac d'aéroport, alors que dans le comics, c'est juste l'effondrement de l'univers entier qui finit avec la mort du Captain Marvel, du Captain America. Je pense qu'il faut, ce qui leur manque, c'est l'ampleur. Ce qui manque, c'est un architecte. Et je suis pas certain qu'avec autant de production sur des séries comme ça, un tel contrôle de Disney et des autres, on puisse l'avoir. C'est-à-dire qu'à vouloir tout contrôler, ce qui permet quand même, je vais donner un point positif pour moi, c'est que l'univers Disney Marvel se tient, alors que l'univers DC Warner, il est complètement éclaté au sol, on est d'accord. Là, on espère qu'il y aura quelque chose, mais on est sur un bordel sans nom. Tu vois, ça part de tous les côtés. Donc leur manque d'ambition permet quand même d'avancer. Et en même temps, ils avancent des choses. Ça dépend après, en parlant de spoiler, ce qu'on comprend, ce qu'on comprend pas. Mais pour moi, dans la série, ils ont amené un personnage qui est très important, on peut le dire sans spoiler trop, qui est quelqu'un des services secrets anglais, que je trouve absolument incroyable. Et on parlait d'acteurs connus, c'est une actrice très connue. Enfin, je pensais bien qu'elle viendrait passer clé plat. On va avoir des révélations, on en parlera un partie spoiler, qui, pour moi, font suite au dernier Black Panther. En fait, je me demande si on n'est pas sur l'intro, là où Secret Invasion doit être une espèce d'apothéose où tu révélais que l'univers était contrôlé. C'est peut-être ça le problème, c'est que toi, tu attendais une conclusion. Pour moi, on est sur une introduction. Alors, je m'attendais pas à grand-chose forcément, hein. Je m'attendais pas à quelque chose de cette ampleur parce que justement, comme tu l'as dit, j'avais été déçu par Civil War parce que pour moi, les comics de Civil War, c'est quelque chose d'assez culte. Et c'est vrai Mhm. que, comme dit Greg en commentaire, et comme tu viens de le dire, les 6 contre 6 sur un aéroport, bah, c'était pas Civil War, quoi. C'était Ah. autre chose. Et à chaque fois, c'est aussi un petit peu intelligent, mais à force de jouer cette carte on vous promet un truc, on vous fait miroiter quelque chose, et finalement, coucou, c'était pas ça, on vous a mis sur une fausse piste, ben là, disons qu'ils se mettent des bâtons dans les roues tout seuls, quoi. Et comme tu Mhm. l'as dit, peut-être que la série aurait dû s'appeler Nick Fury, et ça aurait été peut-être, d'ailleurs, mieux, parce que Loki s'appelle Loki, et finalement, bah, au lieu d'avoir que Loki, on a quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, inversement, dit Secret Invasion, et en fait, ce n'est que Nick Fury ici. Oui, mais je pense qu'en fait, on a une intro. C'est-à-dire que là, tu n'as pas eu la conclusion de Secret Invasion, qu'il va y avoir la guerre Chris Krull qui va se mélanger derrière. C'est-à-dire que pour moi, on est au début de la phase 6, tu vois. Et ce qu'on oublie peut-être, c'est que sur les premières phases Marvel, on retient l'apothéose, mais qui n'a été que dans les 2 films Avengers. C'est-à-dire que si tu as peut-être trop, finalement, c'est le fait qu'on a un petit Civil War qui permet d'avoir une explosion contre Thanos après. Est-ce que, tu vois, si ça explosait tout le temps, quand tu mets la barre haute tout le temps, est-ce qu'ils sont capables de tenir la dragée aussi haute on aimerait? Mais moi, dans les comics, par exemple, les derniers grands crossovers qu'on a eus, je suis quand même super déçu à chaque fois. C'est que aussi, on a l'habitude de faire un grand run pour revenir au point d'origine, tu vois. Au moins, dans le cinéma, après Thanos, il s'est passé des choses. Même là encore, on se rend compte à quel point l'éclipse a été importante. Ça a impacté quand même directement Nick Fury. On en parlera à la partie spoiler, mais moi, il y a un personnage qui va disparaître. Je me dis, bah ok, ils l'ont buté là. C'est un de mes personnages préférés et on n'en aura rien fait. On a pris quelqu'un d'important, on le met en avant. Je ne sais pas si on le verra en flashback, mais finalement, ce personnage, on s'en est pas servi. Et je pense qu'il faut arriver à cette frustration-là, il faut attendre ça, parce que le bateau est trop gros. Tu vois, on est en train de piloter un gros paquebot, et je préfère malgré tout que le paquebot soit à peu près bien tracé, que de me retrouver avec un film d'essai sur 3 qui est potable. Marvel, globalement, quand t'es déçu, mais chez DC, t'as juste envie de te pendre à la sortie de certains films, quoi. J'ai même le Thor, à part le Thor, parce que moi j'ai lu le comics, mais ma femme, elle a aimé Thor. Moi, c'est juste qu'on s'est essuyé les pieds sur mon comics préféré, mais on peut pas, voilà. Je veux dire, tu vois, je pense qu'ils essayent de faire, c'est très très compliqué, très casse-gueule, un univers partagé entre le cinéma, la télévision, qui soit cohérent, qui reprend des runs qu'on connaît tous en comics. Donc si c'est exact, voilà. Et puis sinon, c'est des milliards de dollars qu'il faut mettre dans les films. Mm. Et du Tu vois. coup, moi, ça va être un petit peu ma conclusion de cette première partie, et ça reprend ce que vous dites tous les deux, c'est-à-dire que Greg il nous dit en commentaire, j'ai ressenti la série fauchée avec peu de lieux de tournage, une friche industrielle dans une forêt, un couloir d'hôpital, un salon de thé, un appartement. Il manque l'OTAN, la Maison Blanche. Il y a bien une scène en public en Russie, mais dans l'épisode 1, plus rien. Et effectivement, moi, c'est le ressenti que j'ai eu au fil des 6 épisodes, sauf à la fin pour le dernier épisode, mais là j'en parlerai dans la partie spoiler parce que c'est vraiment spécifique. J'ai eu le ressenti qu'il y avait le fond était maîtrisé, mais que la forme, il y avait quand même quelque chose qui me gênait, tu De vois. l'ampleur. Voilà. Mhm.
Et comme tu dis, on est dans la continuité, on avance tranquillement. Il y a Kevin Feige qui est aux commandes, il mène sa phase 4, sa phase 5. C'est pas flamboyant, mais il pose ses pions sur les l'échiquier. On sent qu'il y a une direction, il y a les choses qui se recoupent, il y a les liens qui avancent, mais prises une par une, les pièces, il manque quelque chose. Alors c'est comme, je pense, de la cuisine finalement. Tu prends les ingrédients les uns avec les Mm. autres, bah c'est pas terrible. Par contre, une fois que c'est mélangé dans son ensemble et que tu as le plat qui est servi, là, à mon avis, on va se régaler. Et je pense que on devrait avoir quelque chose de solide, quoi. La question, c'est est-ce qu'on a un bon fast-food ou est-ce qu'on aura un grand banquet? Et après, faut pas oublier qu'on sort d'Avengers Endgame et tout ça, où on est quand même sorti du cinéma avec torché. Et pour revenir à ce niveau-là, c'est complexe. Or, on sait où ça va. On sait l'apothéose que ça va être. C'est le chemin qu'on a du mal de vision. Et le problème, c'est que là, le chemin, il est long, mais on oublie que Endgame a pris 10 ans pour arriver. Ouais. Alors après, sur la série, alors moi, j'ai quand même plutôt aimé la série pour une raison simple, c'est que j'adore Nick Fury et qu'on a du Nick Fury et qu'on a du grand Nick Fury. Après, je me suis posé tout le temps, est-ce que c'est un problème de Covid ou un problème d'ambition, d'avoir un peu comme ça? Par contre, est-ce que moi je trouve que la série est très belle en éclairage, en lumière, il y a des compositions, tu vois, par rapport à des horreurs que j'ai vues dans d'autres choses. Là, j'ai trouvé que c'est éclairé, c'est mis en lumière. Bon, c'est tourné dans des bureaux, c'est voilà. Mais il y a aussi quand il y a des activations de pouvoir, il y a quelques scènes comme ça, mais c'est pas assez. On aimerait bien que je pense que le problème, on aimerait que chaque épisode ait un climax. On l'a sur un suspense, mais pas forcément sur un truc qui t'en met plein la gueule. Ouais. On est plus sur John le Carré, je pense, que sur Mission Impossible. C'est peut-être le problème de la série. On attendait du plein la gueule parce que Secret Invasion, et finalement, t'as deux espions qui discutent dans un bureau. Et l'ensemble est quand même assez terne. Et même moi, il y a des choses qui m'ont fait mal. Alors, je sais pas si c'est fait exprès pour la série ou si c'est quelque chose de personnel, mais Emilia Clarke, elle fait tellement malade dans cette série. Enfin, elle fait amaigrie, elle a des cernes, etc. Alors, je veux bien qu'il y ait le maquillage qui joue et compagnie, mais ça rend le tout tellement fade, tellement triste. Moi, j'avais mal pour elle. Je me dis, mais elle est malade, elle est pas bien. Ils l'ont forcée à jouer alors qu'elle avait le Covid. Enfin, je me suis posé des questions quand même sur l'ensemble. Est-ce que tu crois pas que c'est pour faire ressortir d'une manière pas forcément très fine le dilemme qui la déchire toute la série? Et à la fin, quand elle prend un choix, qu'elle se révèle sans spoiler, je trouve qu'elle change même physiquement dans sa façon de se tenir. Alors, oui, moi, ça m'a pas semblé flagrant ce que tu dis à la fin, mais Non. effectivement, je me suis posé la question. Si c'est fait de façon volontaire, bah, c'est Moi, je assez pense. Ouais. maladroit. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même maladroit Ouais. dans l'ensemble. Voilà. C'est là où Marvel, des fois, n'est pas très réputé pour sa finesse. Mais en même temps, voilà, moi, j'ai vu ça chez le grand concurrent d'autres films qui était encore moins subtil. Donc, après l'espèce d'horreur visuelle qui a été Flash, je vais pas remettre encore, voilà. Là, il y a des plans où je me suis dit, c'est beau, tu vois, par exemple, quand on est chez Nick Fury, les éclairages, les mises en ambiance. C'est une série de personnages quand même. Il y a d'autres personnages qui sont intéressants. Je passe, voilà, on en parlera dans la partie spoiler, mais même Roday dans la série, il a le jeu d'acteur, la façon dont il a joué, je l'ai trouvé bien. Je trouve que Sonia Falsworth, qui est l'espionne anglaise, bon, l'actrice est brillante, mais là, elle est flamboyante, tu vois. Mais évidemment, c'est pas Gaïa. C'est les acteurs à côté qui sont flamboyants. Et pour moi, on en parlera à la partie spoiler, c'est à la fin, quand il y a un deal qui est fait, qui amène Gaïa peut-être à une autre échelle. Donc c'est un personnage pour moi qui est peut-être introduit, et c'est le problème, enfin je pense, je parle trop, on attendait une espèce de conclusion et on a une introduction. On a parlé à la partie spoiler, il y a une révélation de l'ampleur de l'invasion, mais qui n'est pas utilisée dans la série. On t'a révélé quelques personnes qui sont importantes, qui ont un rôle, mais il y a quelques images à la fin qui te montrent que l'ampleur de l'invasion est très importante. Et c'est ça peut-être qui te frustre et qui me frustre aussi, c'est qu'en fait c'est le début de quelque chose pour moi. Et ça fait écho aux autres séries derrière, même par rapport au Wakanda, par rapport à Thunderbird, je me pose plein de questions, tu vois. Et on en Et ça parlera. explique beaucoup de choses par rapport à d'autres séries qu'on a vues. Ouais. Et avant qu'on rentre dans les détails dans la partie spoiler, je prends juste le commentaire de Greg qui nous dit: En Russie, c'est normal, on doit tous avoir l'air malade, confère The Americans, la super Moi, je te série. passe ma femme, tu vas aimer. Et sans transition, on passe à la partie spoiler.
Alors, tu nous parlais du Wakanda. Quel lien, toi, tu vois avec le Wakanda? Moi, je vois rien du tout, là, pour le coup. Je suis totalement Eh aveugle. ben, il y a la question de Ross, Everett Ross, finalement, est-ce qu'il était, parce qu'on découvre que c'est un agent Skrull, il est depuis quand? Et puis, on se pose plein de questions. Alors, pourquoi je te parle du Wakanda? C'est que dans la vraie série comics, Secret Invasion, il y a 3 axes. C'est prendre le contrôle du vibranium, c'est neutraliser les mutants et déchirer les Avengers. Or, Civil War est en partie dû au Skrull. Donc là, et même par rapport, alors voilà, on va spoiler à fond, on découvre que Rhodey est un Skrull, donc on se pose la question, tu vois, quand il a voulu que le bouclier de Captain passe ailleurs, tu te demandes à quel point les Skrulls sont pas à l'origine un petit peu du Civil War, de beaucoup de choses qu'on a vues avant. Rhodey, on pense qu'il est un Skrull quand même depuis qu'il a été blessé, puisqu'on le voit en tenue d'hôpital. Ross, il avait l'air du côté du Wakanda dans ce qu'on a vu avant, mais puisque là c'est un Skrull, il l'est depuis quand? Ah oui. Donc il y a ça. Et puis après, on a découvert que les Skrulls, ils sont quand même à la tête de l'OTAN, ils sont à la tête de l'Angleterre. L'Angleterre qui se révèle dans la série à la fin. Cette série, c'est comme l'Angleterre qui dit aux Skrulls, bah, vous n'êtes pas bien reçus par les Américains qui sont en train de devenir des affreux vers les extraterrestres. Eux, ils ont quand même voulu voler le vibranium du Wakanda, t'es d'accord? Et là, d'un seul coup, c'est les Anglais qui deviennent un peu les gentils de l'histoire. Ça me rappelle d'ailleurs une scène de Wakanda Forever où les Français se font tacler Ah justement bah oui. là-dessus. Donc là, ça résonne totalement avec ce que tu dis là. Et oui. Et ça va être sans doute un enjeu en termes de ressources. Et ensuite, on sait que le vibranium joue même en termes, si tu veux avoir des vaisseaux spatiaux compétents, tu vois. Et à la fin de la série, on te dit quand même qu'on est en train de faire plus ou moins une paix entre les Skrulls et les Kree. Et après, c'est toujours pareil, hein, ça sera peut-être une guerre, tu sais que tu verras dans un bureau, voilà. L'ampleur sera peut-être dans les films, mais s'il n'y a pas de l'ampleur après, ça va être dommage. Mais il y a quand même une entrée en force de l'Angleterre qui est très bien. Olivia Colman, qui joue l'espionne anglaise, elle est quand même impériale dans la série. C'est une espionne quand même qui te fait peur, quoi, qui est capable de buter quelqu'un avec le sourire. On a quand même des espions très très méchants là. Rhodey, il est joué comme étant un sale con parce qu'il est un Skrull, mais un sale con suprême, on est d'accord. Ouais, là, il est parfait. On a buté Maria Hill quand même. On a buté Maria Hill. On n'en a rien fait, alors que c'est un agent super important, et on la bute dans la série. Donc c'est un personnage qui n'aura servi quasiment à rien, puisqu'elle était dans l'Eclipse. Ah oui, oui. On est d'accord. Il y a Greg qui nous dit en commentaire, bon, qu'il est d'accord avec toi, ouais, mais il pense, et là je partage son avis, qu'ils auraient dû le montrer de manière peut-être plus explicite. Ils auraient pu faire appel à des flashbacks sur Nick Fury ou sur Rhodey, sur Ross, et là ils se mouillent pas trop, tu vois, ils se gardent des cartes, Non. beaucoup de cartes je trouve quand même dans leur jeu. Et c'est vrai, alors moi ce que j'ai bien aimé sur Rhodey, c'est qu'il y a un petit clin d'œil pour moi, je pense qu'il y a un petit clin d'œil méta sur le fait qu'ils aient changé d'acteur dans les Iron Man. Mais bon. C'est possible aussi, oui. C'est tout, c'est mon avis. Il est même joué par une Skrull en plus. En plus, par contre, alors moi, j'en parlais dans la partie Ouais. non spoiler. Le truc qui me gêne le plus, c'est la fin à la DBZ. Voilà. Le côté, on est dans une série d'espionnage et ça se finit par un gros combat à coup de pouvoir démesuré. Bon, alors après, ça reste un comics, ça reste de la fiction, mais le fait de face. Et là, c'est pour le coup, c'est vraiment façon DBZ, puisque le personnage de Cell, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le personnage de Dragon Ball, c'est un personnage qui est écrit à partir des solutions de Sangoku, de Vegeta, de Piccolo, de Freezer, etc. Et là, on se retrouve avec un super Skrull qui est la combinaison de tous ses pouvoirs, même Captain Marvel. Donc le type est carrément invincible, quoi. Et ça met Oui. la barre tellement haut, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Alors, sachant que le Super Skrull à l'origine, il a les pouvoirs des 4 Fantastiques. D'accord. Donc là, ah oui, le Super Skrull est créé pour combattre les 4 Fantastiques. Il a le pouvoir des 4 Fantastiques réunis. Donc c'est un Skrull qui sacrifie sa vie, si on veut. Après, il va survivre, mais pour pouvoir avoir le pouvoir des 4 Fantastiques, et même à l'origine, c'est un satellite en orbite qui lui envoie par une antenne les pouvoirs, tu vois. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont introduit les Super Skrulls sans faire appel aux 4 Fantastiques, d'une manière qui est plutôt cohérente. Alors, les pouvoirs sont transférés sur Gaïa, et donc Gaïa vient d'être créé comme le personnage le plus puissant de l'univers Marvel. Puisqu'on a la partie spoiler, je me pose quand même une question, parce qu'on est bien d'accord, j'ai l'impression qu'il ne peut pas utiliser tous les pouvoirs en même temps, qu'il doit choisir les pouvoirs, puisqu'ils sont mélangés avec Extremis qui permet de se régénérer, donc techniquement ils sont immortels.
Et là, tu as l'impression, quand ils se battent à la fin, et moi j'ai trouvé que d'ailleurs les effets spéciaux étaient pas mal, qu'ils doivent choisir, tu vois, avoir 2 ou 3 pouvoirs, mais ils peuvent pas en avoir plus en même temps. Donc c'est-à-dire qu'elle est toute puissante, mais qu'elle doit choisir des pouvoirs. Puisque quand même, moi, ce que j'ai adoré, par exemple, c'est que Gaïa, pour gagner, va utiliser le pouvoir de Mantis. On l'a pas vu arriver, tu vois. Ouais. Parce qu'elle a quand même beaucoup, beaucoup de pouvoirs. Mais tu dois choisir le bon pouvoir au bon moment. L'autre, qui est un gros bourrin, il se fait latter la tête, finalement. Mais tu vois, Tu vois. ce que je trouve dommage finalement, et c'est ce que Greg disait dans les commentaires, c'est que il faut qu'on fasse une émission et que tu sois là pour nous expliquer tout ça, pour qu'on le comprenne, tu vois. Et c'est dommage parce Ah, que il pourrait être un petit peu moins subtil. Et d'un côté, ils font des choses façon tarte à la crème où on fout le personnage plein de cernes, etc. Elle est en Russie, elle est pas bien, machin. Et de l'autre côté, on essaie d'être un petit peu plus d'un petit peu plus subtil, mais tellement subtil que tu vois, ça nous passe à côté, alors que pourtant on a vu, on a tout vu, on a fait des émissions dessus, on y a réfléchi. Il faut ouais. quand même que tu arrives toi et que tu nous expliques pour qu'on arrive à saisir le truc quand même. Est-ce qu'on va pas le comprendre dans le film d'après? Est-ce qu'il joue pas sur cette frustration? Disons que la première phase était basée sur des personnages qu'on connaissait plus. Le moins connu, c'était Thanos, finalement. Et les autres personnages qu'on connaissait pas, les méchants, ils les ont butés en chaque épisode. Tu vois. Mhm. Là, par exemple, le fait que le pouvoir de Super Skrull il peut s'étendre, c'est le pouvoir de Reed Richards. Donc là, ils ont utilisé à la place le pouvoir de Groot. Ouais, Donc ils ont quand même réussi à mettre le pouvoir de la torche, qui est de voler tout ça, c'est le pouvoir de Captain Marvel. ouais. Sauf que là, mine de rien, on t'a introduit un personnage, qui peut être plus puissant que Gaïa? Ah oui, bah oui. Et ce n'est pas les Américains qui l'ont, c'est pas les Vengeurs qui l'ont, c'est les Anglais. Et ça, Et, c'est une vraie problématique générale dans les super-héros, de toute façon, de tout temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton personnage devient tellement puissant, t'en fais quoi? Là, oui, non, parce que tu parlais de Dragon Ball, je te rappelle que quand Trunk veut battre Cell, il utilise tellement la force physique qu'il perd parce qu'il n'est pas assez rapide. ouais, c'est vrai. La toute puissance, et d'ailleurs c'est ce qui tue, je viens de manger son nom, mais le méchant dans la série, c'est que Gaïa ne va pas utiliser la force. Elle va utiliser d'autres pouvoirs, elle va le surprendre, elle va se dématérialiser, elle a le pouvoir du fantôme aussi, tu vois. Donc elle est plus subtile que lui. Lui, c'est un gros bourrin et il perd. Donc c'est pas la toute puissance qui l'a fait gagner. Ouais. Il y a Greg qui nous dit en commentaire, et le Super Skrull à la fin, c'était tout dans les bras, mal exploité visuellement, je trouve. Et il dit, c'est une ouverture comme tu dis, mais le Super Skrull est mort à la fin. Voilà. Et enfin, il avait dit avant, juste avant, je suis désolé, je suis pas dans l'ordre. Ouais. C'était à la fin surenchère avec un super combat qui était un passage obligé, contrairement à Miss Ah ouais. Hulk où ils avaient su l'éviter. Et moi, du coup, c'est ce que j'avais bien aimé dans Miss Hulk, c'est qu'ils avaient osé ne pas faire ça, ne pas aller vers le combat, alors que là, pour le coup on était sur une série d'espionnage et c'est ça en fait moi qui m'a perdu et on en parlait dans la première partie de l'émission, c'est que finalement moi je m'attendais à une fin d'espionnage et j'ai eu une fin Dragon Ball-esque donc c'est ça, Alors, c'est ce que tu disais, le ouais. mélange qui se fait pas bien entre l'eau et l'huile. Sauf que, alors, mais je suis d'accord avec toi sur beaucoup des commentaires, mais si tu parles d'espionnage, on découvre que Fury a donc volé l'ADN des Vengeurs et de tout le monde, mais que lui, il sait pas comment l'exploiter. Et donc, il va utiliser Gaïa et la machine pour exploiter ça et se créer son propre super-héros. Donc, Nick Fury, jusqu'au bout, c'est comme une série d'espionnage parce qu'il crée secrètement le guerrier ultime, le Super Skrull, qui n'est pas du tout celui qu'on pensait, mais Gaïa. Sauf que Fury n'en tire pas forcément. Et on ne sait pas. Mais a priori, il n'en tire pas forcément les dividendes, puisqu'elle va s'allier avec quelqu'un d'autre. Mais c'est Fury qui est aux commandes, c'est-à-dire qu'il utilise tout ce qu'il a découvert, ses tricheries, pour capitaliser l'ADN qu'il a récolté pour en créer le guerrier ultime. Il a créé un personnage secret qui lui permet de se passer des Vengeurs. Or, dans Secret Invasion, tout ça, il y avait Fury a créé sa propre équipe de super-héros et tout ça, ce qu'il est en train de faire, tu vois. Il y a un peu un côté super-héros caché, sauf que c'est récupéré par les Anglais parce que Fury, il est sur d'autres choses. Et puis, on n'a pas parlé du tout de sa vie, mais tu vois, on découvre Fury a une vie quand même assez incroyable. Pourquoi il s'intéressait à ce point-là au Skrull, c'est quand même expliqué. On nous présente sa femme, qui est extraterrestre, beaucoup de choses. On nous révèle un pendant de tout l'univers Marvel qui était tenu avant, les secrets qui étaient derrière tout ça. Simplement, c'est pas exploité dans cette série qui, pour moi, justement, n'est qu'une introduction.
Le but, c'était de créer, pour moi, Fury, régler un peu les problèmes, découvre que les Skrulls, ils sont 1 million quand même sur Terre. Hein. On parlait de Secret Invasion, 1 million, ça commence à peser quand même. Dans la version anglaise, tu découvres qu'il y a plein de personnages qu'on connaît pas, mais qui sont donc remplacés par des Skrulls. Donc il y a quand même plein de gens qu'il va falloir récupérer. Et on se retrouve quand même avec Fury qui a créé un personnage surpuissant, qui potentiellement est quelqu'un qui lui est proche, puisque c'est la femme de son, entre guillemets, seul et meilleur ami. Et il y a Greg dans les commentaires qui nous dit depuis le début, tout s'est retourné contre lui. Les héliporteurs, les Avengers, la cellule anti-méchant, le Shield. Voilà. Le Shield dévoyé par Hydra, évidemment. Enfin, voilà. Vraiment pas de chance, Nick Fury. Ben, parce qu'il veut jouer gros alors qu'il joue dans une cour qui est beaucoup plus grande que lui. Ouais. L'origine de Secret Invasion, quand même, c'est à partir de la première guerre Skrull-Kree qui a lieu. Les Illuminati vont menacer l'empereur Skrull, qui les capture, qui copie leur pouvoir, et c'est là qu'ils lancent le clonage, même s'ils vont s'évader après. Et on va découvrir d'ailleurs que Flèche Noire est un Skrull, le plus puissant, tu vois. Donc après, c'est l'ampleur qu'ils vont donner, mais il faut bien s'attendre que ça soit toujours... ça va être une tasse de thé, hein, ça va pas être un grand expresso. Bah écoute, on arrive déjà à la fin de la partie spoiler, en tout cas en ce qui me concerne. Tu voulais rajouter quelque chose, toi, par rapport à cette série? Eh ben, tu vois, finalement, moi j'ai tellement été déçu sur des choses, c'est que j'ai quand même aimé la série parce qu'elle ose des choses, elle raconte des choses. Je m'attendais tellement à pas grand-chose que j'ai quand même plutôt aimé. Je pense qu'il faut pas s'attendre forcément à plus sur les séries. Tu vois, on a quand même eu de l'eau un peu tiède sur des choses. Je pense que ça donne le tempo de ce que vont être un peu les séries et les films à venir. On n'aura pas forcément ce qu'on a ressenti sur Avengers, mais il y a d'autres films, séries, on n'avait pas eu. Mais les séries Marvel sont quand même pas mal, et on a eu les séries DC qui étaient quand même pas très intéressantes. Et là, ils vont mettre en place des choses qui vont servir pour les films d'après. Et je trouve ça un peu couillu parce que ils osent quand même lier leurs univers télé et animé. Il a déjà fait un peu avec Lucky, mais il a plus. Bon, après, ce qui manque, c'est des scénaristes. Je pense qu'il manque beaucoup, c'est des scénaristes. Et là, Feige avait l'air de dire qu'il voulait quand même écrire plus ses histoires. C'est-à-dire qu'on a besoin de ce que tu disais, de prise de risque, d'être un peu plus ambitieux peut-être. Mais l'ambition, c'est aussi le risque de se merder. Je pense que Feige, ce qu'il veut pas, c'est merder. Voilà. Donc on a des choses bien, on est un peu déçu. C'est un bon repas, mais c'est pas la grande cuisine. Ouais, bah, et on aimerait la grande cuisine. Je te rejoins sur tout ça, c'est-à-dire que j'ai pas été déçu, mais j'ai pas été conquis non plus. Voilà, on est C'est pas un McDo non surtout plus. c'est un passe-plat, on est sur de l'intermédiaire, on avance dans l'univers étendu, etc. Mais bon, il y a pas de, c'est pas flamboyant, c'est-à-dire que voilà, moi je regarderai pas la série à nouveau, je vais passer à autre chose. Et puis d'ici 2-3 ans, j'aurais probablement oublié. De la même façon que j'ai déjà oublié le Soldat de l'hiver quelque part, enfin les Falcons. Enfin voilà, ça, pour moi c'était une transition, ça a amené des nouvelles choses, des nouveaux concepts, mais maintenant je vais voir la suite. Et c'est vrai qu'on est très frustré parce que tout a été ralenti par le Covid. Aujourd'hui, tout est à nouveau ralenti par la grève des scénaristes. Donc on sent que tout ça, ça va prendre un temps énorme ça pèse finalement sur ces ambitions-là parce qu'ils avaient des ambitions de sortir beaucoup de séries, beaucoup de films. Tout a été décalé dans le temps. En plus, ils doivent faire attention à ce que ce qu'ils avaient prévu pour l'un ne prenne pas trop d'avance par rapport à l'autre. Donc, ils sont obligés de tout reculer d'une façon simultanée et ça crée pas mal de frustration. Il y a Greg qui nous dit dans les commentaires je vous parie que la base spatiale va se retourner contre la Terre. C'est la faute à Nick Fury. C'est la cour martiale qui le mérite, c'est tout. Voilà. Et Elles tombent à chaque fois sur Terre, donc. voilà. Et il nous demande par contre un mot sur le générique façon Midjourney. Oui, on n'a pas parlé, mais effectivement. Vas-y, je te laisse la parole. Ah, bah, c'est un débat que j'ai entendu plein de fois. Écoute, je sais pas quoi en penser. C'est la question, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que moi, c'est un faux problème. Parce qu'ils ont utilisé effectivement l'intelligence artificielle pour concevoir le générique. Mais ils l'ont pas conçu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent l'utiliser, qui ont donné des instructions. Ça a été beaucoup retravaillé. Il y a quand même des artistes qui ont travaillé là-dessus. C'est un générique qui coûte quand même cher, tu vois, par rapport à... Il a fallu une équipe dessus. Faut pas croire que les gars ils sont venus, ils ont demandé à l'IA de faire quelque chose. C'est-à-dire que il faut utiliser les codes, il faut savoir s'en servir. Ils ont expliqué qu'il y avait quand même beaucoup post-produit derrière. Honnêtement, pour moi, leur but c'était de dire on a été les premiers à le faire. Marvel est toujours un peu dans le coup, on a fait les premiers.
mais c'est plus de travail d'artistes qu'on veut bien le dire quand même. Ils sont pas capables de générer ça avec des stagiaires, tu vois, sans personne aux commandes. Ouais, je suis d'accord Voilà. avec toi. Moi, pour utiliser l'outil, bon, on peut faire des choses de base, mais on peut pas aller aussi loin quand même. Après, bon, je l'ai pas trouvé spécialement sympa non plus le générique. Enfin, je trouve que Mhm. oui, ils ont été les premiers à faire, mais ça me semble un petit peu mal foutu, quoi. Gadget. Voilà, un petit peu gadget. On a essayé, comme tu dis, d'être les premiers, mais du coup, voilà. Il y a Greg Dyser qui nous dit, je vous renvoie à une vidéo de Fermela sur le sujet. Fermela, c'est le nom de la chaîne YouTube. Mhm. Voilà. Mhm. Mais c'est un gros débat qu'il y avait. Il y a une très bonne émission sur France Culture qui a été faite sur l'usage des IA et de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il faut relativiser, tu vois, par rapport à ça. Par contre, ce qui va se passer, c'est déjà le cas en France, on sait que beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs de SF et de fantasy ne payent pas d'artistes et font concevoir les couvertures avec, tu vois, même des fois l'éditeur qui donne quelques instructions de base. Le problème, c'est que derrière, les images sont volées à des artistes, ce qui n'est pas le cas de ce générique. Tu vois, c'est pas l'emprunt à d'autres artistes qui est emmerdant, c'est quand la base de travail, ils lui volent. Hmm, Ça, c'est un vrai problème. ouais. Après, ça restera toujours la question, est-ce qu'il vaut pas mieux avoir, tu vois, quelqu'un qui est capable de te pondre un générique qui est un peu hors norme. On parlait de Loki, tu vois, la musique, tout ça, tu as quand même besoin de personnes qui sont capables de se démarquer parce que c'est ce qui fera que ta série sera meilleure que les autres. Oui, mais c'est un débat qu'on avait avec mes garçons la dernière fois. On parlait du générique, on parlait de l'IA, etc. Et on se dit, mais de toute façon, le problème actuel de l'IA, et je pense qu'on en est encore loin de résoudre ce problème-là, et j'espère, en tout cas, qu'il sera jamais résolu d'une certaine façon, c'est que tu peux. L'IA, finalement, elle fait une somme, une moyenne de ce qu'elle connaît par rapport à un sujet. Mm. Donc elle sort des clichés. Et à partir du moment où tu sors des clichés, que tu sors rien de spécifique avec une âme, bah ça se voit, ça se sent, et c'est juste chiant, et tu passes à autre chose. Donc l'IA sera probablement capable de générer des choses assez folles, des génériques, des clips, des films, pourquoi pas, mais ça risque de ressembler à ce qu'on a vu finalement dans les dans les dernières critiques de films qu'on a pu faire cette année. On a des choses très convenues, très moyennes, qui prennent pas beaucoup de risques, qui sont pas super bien écrits. Alors, ça passe, mais ça ressemble plus à un travail de stagiaire qui a bien bossé, plutôt qu'un professionnel qui a mis son âme, son énergie dedans, quoi. Mm. C'est quelque chose qui fait une ébauche de travail et tu gagnes du temps en ébauche. C'est ça. C'est-à-dire que là, par exemple, on en parlait, tu vois, par rapport aux devoirs universitaires, elle te permet de faire une première base de documentation. Et après, elle ne peut pas inventer ce qui n'a pas été écrit déjà, l'IA. Je vais te donner un exemple, on va très très loin, mais je suis en train de travailler sur la diffusion du dessin animé Spider-Man fin des années 70. Je me sers des programmes télé et tout ça, mais il y a des erreurs dedans. Donc le seul moyen qu'après j'ai de corréler, moi, c'est d'aller à l'INA et de voir les émissions et de faire un travail qui doit être fait par un humain. Parce que tout ce qui a été écrit avant, il y a des erreurs dedans. Donc l'IA se base sur des erreurs, elle se base sur un travail de quelqu'un, mais on sait que ce qui va faire que tu as un grand dessinateur, un grand scénariste qui va émerger, ce qui est rare, c'est son originalité, c'est sa capacité, non pas à tout prendre pour faire un gloubi-boulga, pour faire plaisir à Casimir, mais de transcender. Et je pense que l'IA ne transcende pas les choses. Elle fait du réchauffé. Et après, c'est un artiste qui doit arriver par-dessus. Voilà. Je dirais, toi, c'est un peu comme quand tu fais des murs, des maisons en imprimante 3D. Bah, si derrière, tu n'as pas des gens quand même pour assembler, vérifier et monter tout ça bien comme il faut, ça reste une maison très banale qui peut avoir plein de défauts. Oui, moi je donnais l'exemple récemment sur Twitter, on débattait avec d'autres professionnels de la communication numérique là-dessus, et je disais, mais c'est comme une guitare. Enfin, si moi vous me donnez une guitare entre les mains, je ne saurais pas en jouer. Ben, l'IA c'est pareil, ça reste un outil, ça reste un instrument. Si vous ne savez pas l'utiliser, si vous ne savez pas les limites, si vous ne savez pas tous les problèmes qui peuvent en ressortir, comme tu viens de dire, par rapport aux erreurs Mmh. qu'elle a pu apprendre, eh ben, vous risquez juste d'aller droit dans le mur, tout simplement, quoi. Mmh. Mais on Voilà. verra, avec le temps le dira de toute façon. Et j'en profite pour, avant qu'on passe aux recommandations de la semaine, j'aimerais qu'on digresse un tout petit peu sur les bandes annonces. Est-ce que tu as vu la bande annonce de Miss Marvel? De The Marvels. Oui, Ouais. pardon, The Marvels, effectivement. Et je Mmh. voulais savoir ce que tu en as pensé, toi. Euh, alors écoute, moi j'ai bien aimé, dans le sens où
J'ai trouvé que c'était quand même très sympathique et ça fait du lien avec tout ce qu'on a vu sur le secret des bracelets, sur les pouvoirs. D'ailleurs, ça posera la question de savoir comment Gaïa peut être liée ou pas au pouvoir quand si elle active ses capacités Miss Marvel, Captain Marvel. Ça a l'air d'avoir plus d'ambition qu'on pensait. On revoit passer un accusateur qui va être là. Alors cette fois, c'est purement féminin. On a même le méchant est une femme. Mais ça a l'air fun. Et tu vois, des fois, ce qu'on disait un peu sur la série, ce qui peut être bien déjà, c'est que ça soit au moins fun. Et les trois personnages ont l'air d'être à peu près à l'équilibre. Donc après, ça va vraiment dépendre de la qualité d'écriture, de ce qu'ils veulent faire derrière, et de savoir si c'est un bouche-trou ou si c'est une pierre de construction pour aller plus loin. Est-ce qu'ils vont vraiment nous amener dans l'univers galactique? Est-ce qu'ils vont vraiment utiliser tout ça? Voilà. Mais j'ai trouvé ça sympa. Visuellement, c'est quand même pas Je te dégueu, rejoins quoi. complètement. Moi, j'avais pas trop été emballé par la première bande-annonce que je trouvais un petit peu Ouais. convenue. Mais alors la deuxième, je me Hmm. suis dit, ah, il y a vraiment un enjeu là, etc. Il y a un réel risque, il y a une réelle originalité aussi, le fait de changer les pouvoirs quand enfin de personnes quand tu utilises ton pouvoir, ça donne lieu à des situations qui ont l'air totalement cocasses. Et j'ai aussi le sentiment qu'ils nous montrent pas tout dans la bande-annonce, comme ils savent le faire Hmm. chez Marvel. Et ça, du Ouais. coup, ça me fait plaisir, ça me donne envie vraiment de le voir et qu'on fasse rapidement notre émission dessus en novembre. Ouais. C'était le cas avec Secret Invasion. On a eu des scènes qui n'étaient pas du tout dans l'ordre de la série. Hein. Et voilà. Et là, je te propose Hmm. de passer aux recommandations de la semaine pour terminer cette émission comme on a l'habitude. Voilà, voilà. Donc, Romuald, à toi l'honneur. Eh bien, puisqu'on était effectivement sur du Marvel et des grands axes, je voulais vous recommander une mini-série qui s'appelle The Sentry. Donc chez Panini, c'est Sentry la Sentinelle, qui est un Marvel de luxe. Alors c'est quand même 30 €, mais il y a 240 pages. Ça vaut vraiment le coup parce qu'au départ, on pensait que c'était une blague. C'est le plus puissant des personnages Marvel qui a été oublié par tout l'univers Marvel. Donc il y a quelqu'un qui se réveille un jour et qui pense être le Sentry, la Sentinelle, celui qui protégeait tout l'univers Marvel, mais tout le monde l'a oublié. Et on va découvrir qu'en fait, je spoil un tout petit peu, mais que ce n'est pas un fou, que vraiment le personnage le plus puissant de l'univers Marvel a été effacé. Et on va introduire aussi un des méchants les plus dangereux, The Void, le vide de l'univers Marvel, qui d'ailleurs dans la suite de Secret Invasion est représenté as une espèce d'araignée. Donc c'est un personnage assez clé qui normalement était annoncé aussi dans les films. Et c'est vraiment bien, je trouve que c'est ambitieux, c'est bien écrit, il y a une mini-série avec des numéros où le Sentry va rencontrer d'autres personnages de Marvel et c'est dessiné comme c'était à l'époque. Et c'est Jay Lee qui est au dessin. Alors je conçois qu'on peut ne pas aimer le dessin, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Et je trouve que c'est une des rares séries Marvel là où on t'a fait vendre un truc et il y a vraiment une récompense à la fin. C'était pas juste un effet. Par contre, c'est pas très gai, voilà. Sentry la Sentinelle chez Marvel Ouais. Deluxe à 30 € chez Panini Comics. Ok, ok, ok. C'est noté, on vous mettra le lien dans la description. En ce qui me concerne, bah, la recommandation de la semaine, ce sera une recommandation que j'ai déjà fait, mais qu'il s'agit de la saison 2. C'est la série La Défense Lincoln, bon, qui est inspirée du livre qui avait déjà généré un premier film. Donc c'est la saison 2, et là, bah, ça reste une série d'avocats à l'américaine, assez classique dans l'ensemble, mais c'est vraiment bien foutu, les personnages sont très attachants. Il y a des rebondissements sans arrêt, on ne sait pas trop où ça veut mener, on a des pistes. C'est un petit peu comme un Sherlock Holmes, on se dit ça y est, c'est lui en fait qui est le tueur, etc. Et puis ils arrivent toujours à renverser la situation. Et puis on nous dissémine des indices au fur et à mesure des épisodes qu'on voit pas forcément, qui sont sous notre nez. Et puis finalement, bah, on se dit bah oui, c'était évident quoi. Et ça, c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup du coup, voilà. Donc, Eh ben, écoute, ça donne envie. La Défense Lincoln, disponible sur Netflix. Il y a déjà 2 saisons. Là. Si vous accrochez à la saison 1, vous accrocherez, je pense, à la saison 2. Voilà, voilà. Alors, On fait la reco de Greg, je la défends. oui, bien sûr. Allez, hop, on y va pour la Je reco suis de vol, je Greg. suis méchant. Très bien. Ah Ah, vas-y, je te laisse la défendre pour non, tes. c'était voilà, c'est le dernier Pixar élémentaire que nous on a beaucoup aimé aussi. Alors, je vais être très clair, c'est un film qui est plus familial. C'est une histoire d'amour, faut bien voir ça, mais c'est assez beau visuellement. Voilà, c'est assez fort. Et puis c'est intéressant parce que ça parle aussi beaucoup d'intégration
Le réalisateur étant, je vais dire une bêtise, il me semble qu'il est de Corée du Sud. Et donc ça parle beaucoup de l'intégration, du poids des parents, de la différence. Et avec les enfants, c'est vraiment bien. Ça permet des discussions derrière. Et je trouve que c'est pas un Pixar surprenant qu'on a pu en avoir, mais c'est un très très bon dessin animé. Et, ça fait du bien des fois aussi des dessins animés qui ont des bonnes valeurs. Il y en a peut-être pas assez. Donc voilà. Et ça vaut le coup de le voir au cinéma parce que visuellement, ça pète bien quoi. À chaque fois, Pixar met une petite tôle de quelques années aux autres studios, et c'est encore le cas là. Très bien, élémentaire, c'est noté. Cette émission se termine là. En revanche, on devrait se retrouver normalement tous les trois avec une invitée pour le film Oppenheimer, si on arrive à trouver une date, voilà, courant août, on vous tiendra au courant, voilà. Ah, il y a voilà, qui sera Avec le Virginie roman. Olanier qui a écrit Ils ont tué Oppenheimer, qu'on avait déjà reçu dans l'émission lors de la première saison du Café Multiverse et qu'on aura plaisir à accueillir pour parler du film de Christopher Nolan. En tout cas, bah, Romuald, merci d'avoir passé cette émission en ma compagnie, voilà, en Bah, notre merci à compagnie, toi. avec Greg qui était là aussi dans les commentaires, qui n'a pas eu d'audio et de vidéo malheureusement depuis son lieu de villégiature. Voilà, c'est normal, c'est le mois d'août, on a besoin de se reposer un petit peu. En ce qui nous concerne, bah, on n'a pas forcément de date à vous donner pour l'instant, mais voilà, on devrait revenir avec Oppenheimer. On fera peut-être d'autres émissions sur d'autres sujets. Il y a The First Slam Dunk qui nous intéresse, il y a Élémentaire. Le fera-t-on pas? On verra. Dans tous les cas, on vous retrouvera au plus tard en septembre pour la saison 3 du Café Multiverse. Et là, c'était le 80e épisode et on est vraiment, vraiment heureux d'avoir passé tout ce temps à votre compagnie. On vous dit ciao, ciao et à très bientôt. Salut, salut! Bye bye.